Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean Brustivant, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être, à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réflexion santé naturopathique qui essaie de répondre à vos interrogations en matière de développement personnel, de santé, d'hygiène vitale et de naturopathie bien sûr. Voilà, alors je continue la série concernant les muscles, le développement musculaire, l'importance de garder une bonne condition physique pour la santé. Alors j'étais dans des généralités, je vais continuer un petit peu dans des généralités aujourd'hui avant de développer un chapitre consacré bien sûr à comment faire pour augmenter sa masse musculaire et bien sûr sa vitalité la prochaine fois. Mais avant, on va essayer de comprendre pourquoi il est important de ne pas perdre nos muscles et du moins essayer de les entretenir et encore mieux de les développer. Alors j'ai toujours pour habitude de traiter des sujets en relation avec mon histoire, des choses que je connais, que j'ai vécues. Faire du muscle, entretenir sa masse musculaire, développer sa condition physique ont toujours été l'une des préoccupations dans ma famille. Rester en bonne santé, c'était maintenir un niveau de forme physique. Les sports rois d'ailleurs étaient l'haltérophilie et le cyclisme. D'un côté une activité d'endurance et d'évasion dans la nature, donc le contact aux éléments naturels était important, de temps en temps je courais mais on préférait le vélo. Et de l'autre la recherche de la force, de la tonicité et de la souplesse, un sport très méconnu à l'époque, l'haltérophilie, mais vraiment très complet puisque je développais à la fois ma puissance, mon explosivité, mais aussi ma souplesse, ma rigueur, mes capacités à m'entraîner sur du long terme, à supporter un petit peu de souffrance parce que c'est une activité très difficile. Je l'ai pratiqué à un assez bon niveau, niveau interrégional, voire presque national. Malgré des capacités physiques, on va dire, pas exceptionnelles au départ, pas innées, donc beaucoup de travail. Mais la préoccupation centrale donc derrière ces activités restait avant tout la santé et le bien-être. Si les pratiques d'endurance ont toujours eu une réputation d'activité santé, en revanche, les sports de fonte, les sports de fitness, de masse, ont longtemps eu mauvaise presse. À l'époque, on parlait de gonflette, mais ce temps est aujourd'hui révolu. On assiste même à un engouement très important autour des pratiques de la forme. Vous connaissez tous le crossfit, le pilate, la musculation, le fitness, etc. Mais savez-vous vraiment quels peuvent être les bénéfices santé de faire du muscle ? Le muscle est un peu comme notre réserve vitale. C'est d'ailleurs un critère dont on devrait bien se soucier pour savoir quel est le niveau de notre santé, le niveau de notre vitalité. Alors existe-t-il un lien entre vitalité, longévité et musculature ? Eh bien, je me suis penché un petit peu sur tous les facteurs de longévité qui sont souvent étudiés dans les blue zones, vous savez, les fameuses régions du monde où l'on vit très longtemps, en bonne santé d'ailleurs. Et parmi ces facteurs de longévité, après les facteurs sociaux qui restent sans doute les plus importants et le facteur alimentaire, bien que ce ne soit pas le plus important, un autre facteur très important est la composition corporelle, c'est-à-dire la qualité de notre tissu corporel. Les hommes vivant d'ailleurs dans les montagnes de Sardaigne, une région du monde où l'on vit très très vieux, un peu comme à Okinawa, montrait que dans ces montagnes, donc, 95% des personnes ayant une grande longévité
avaient une masse musculaire élevée, contre seulement 69% dans les campagnes, où l'on vit d'ailleurs déjà assez longtemps, par rapport à nous, ils vivent déjà plus longtemps dans les campagnes de Sardaigne. Mais quand vous montez dans les hauteurs, les gens qui vivent dans ces montagnes ont des capacités musculaires bien supérieures à la moyenne, et ce sont eux qui vivent le plus longtemps. Alors chez les femmes de cette région, la différence est encore plus grande, avec 61% des femmes très musclées en montagne, contre seulement 32% à la campagne. Alors si on compare déjà une population plutôt en bonne santé, même dans les campagnes, la différence est vraiment très importante, et elle se joue sur la tonicité musculaire en partie. Alors il est maintenant admis par la communauté scientifique qu'une bonne musculature associée à certaines pratiques sportives diminue les risques de mort prématurée ainsi que bien sûr le risque d'atteinte cardiovasculaire. On dit moins 43% de risque d'atteinte cardiovasculaire ou de diabète. Cette association, donc activité d'endurance et musculature développée, constitue ce que l'on appelle notre capacité fonctionnelle. Un paramètre de santé qui n'évolue hélas pas dans le bon sens avec la modernisation de la société. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai développé la semaine dernière sur la notion de dégénérescence physique de notre société. J'évoquais l'évolution des jeunes sur une génération, mais à plus long terme, on peut parler d'involution ou de dégénérescence d'une société qui est encore bien plus flagrante. Alors si on prend nos ancêtres, si on prenait nos ancêtres d'il y a 20 000 ans, 30 000 ans, alors à l'échelle de l'évolution, c'est pas si loin que ça. Les hommes et les femmes de Néandertal s'ils avaient participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2018, l'homme moderne d'aujourd'hui n'aurait pas eu la moindre chance. C'est du moins la conclusion de l'Australien Paul McAllister, un paléanthropologue de Perth, qui a rassemblé des données historiques, études de fossiles, des observations ethnologiques dans un livre intitulé « Anthropologie, la science secrète de l'inadéquation de l'homme moderne ». McAllister s'intéresse aux performances physiques de l'humanité depuis l'apparition d'Homo sapiens. Et il juge que sur le plan physique, l'homme actuel fait bien pâle figure par rapport à ses ancêtres. En étudiant les empreintes de pieds fossilisés laissées par les aborigènes d'Australie au cours d'une chasse, il y a près de 20 000 ans, il affirme que ces chasseurs devaient se déplacer à 37 km/h. À titre de comparaison, Usain Bolt, détenteur du record du monde, court le 100 mètres à 42 km/h en pointe de vitesse. Et il cite McAllister, « Si ces chasseurs aborigènes s'entraînaient dans les conditions actuelles avec des chaussures spéciales et en courant sur une piste, ils pourraient facilement atteindre les 45 km/h. » Poursuivit le chercheur aussi Benz Viola de l'Institut anthropologique de Vienne, qui est aussi du même avis. Et il précise « Nous savons que les premiers chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup plus musclés que les hommes d'aujourd'hui. Cela se voit sur les squelettes incroyablement robustes. » Alors vous me rétorquerez qu'à cette époque, on était peut-être très fort et vigoureux, mais on ne vivait pas longtemps. Il est vrai que les conditions de vie de l'époque, le froid extrême, les difficultés à trouver la nourriture, la prédation, les risques d'accidents et surtout la mortalité infantile, ne permettaient que rarement de dépasser les 65 ans. Mais si on trouve quelques ossements appartenant à des septentenaires de l'époque, ça existait, on s'aperçoit quand même que leurs os, leur santé, leur niveau de santé était nettement au-dessus du nôtre, même après 70 ans. Et pour ceux donc qui atteignaient un âge raisonnable, donc supérieur à 60 ans, l'analyse de ces ossements montre que des maladies de civilisation comme l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires n'existaient pas pour eux, ils n'avaient aucun signe de cela. Alors l'espérance de vie en bonne santé était donc bien meilleure que la nôtre. Alors c'est normal, puisque une faiblesse, un handicap, c'était de suite synonyme de mort, puisqu'ils ne pouvaient plus subsister par leurs propres moyens à ce moment-là. Une capacité respiratoire associée à une musculature efficace sont donc des facteurs de vitalité et de longévité en bonne santé. Le manque de stimulation et de contraintes physiques à l'origine de la perte de tonicité, ce que l'on vit aujourd'hui d'ailleurs, serait lui associé à un état de dégradation plus précoce de notre état. Certes, nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'une musculature ou d'une endurance à toute épreuve pour chasser, pour escalader les montagnes, pour cueillir des baies, des racines, etc. Cependant, la recherche du confort
nous a conduit à une sédentarisation croissante, telle que nous n'avons même plus des stimulations minimales pour maintenir un semblant de condition physique et de tonicité musculaire. Nous évoluons vers une société de l'assistanat, dont les deux exemples les plus emblématiques aujourd'hui sont l'escalator qui se développe partout, et plus récemment le vélo à assistance électrique. Alors, je ne suis pas contre le vélo à assistance électrique, mais si ce dernier permet à des personnes sédentaires de se mettre à l'activité physique en leur simplifiant des trajets, là, ça va dans le bon sens. Mais à l'opposé, si vous avez déjà l'habitude d'aller faire du vélo normal et que vous vous mettez au vélo électrique, vous ferez bien sûr bien moins d'efforts et vous diminuerez vos capacités physiques tout simplement. Vous perdrez de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, nos capacités musculaires respiratoires sont proportionnelles aux contraintes auxquelles nous soumettons notre organisme. À chaque génération, le problème, c'est que nous nous éloignons un peu plus du mode de vie originel et nous ne stimulons plus suffisamment nos organismes au quotidien. En l'espace de 3 générations, l'accélération du soi-disant progrès a entraîné une régression de notre condition physique dont nous commençons à observer les conséquences à travers l'explosion des maladies de civilisation, je pense au diabète, maladies cardiovasculaires, etc., mais aussi d'un état de stress et de surmentalisation chronique épuisante. Encore une fois, peut-être que nous devrions nous interroger sur ce que nous appelons le progrès. L'hypermodernisation de la société est en train de se retourner contre nous, la baisse de notre capacité fonctionnelle et celle de notre, bien sûr, musculature et respiration en est un exemple alarmant. Voilà. C'est ce message que je voulais passer aujourd'hui. Alors les prochaines vidéos seront consacrées à comment développer sa masse musculaire. Mais avant ça, je voulais vous dire que voilà, vous me sollicitez, vous m'appelez, je ne réponds pas bien sûr toujours à vos questions, je ne fais pas de live, je ne suis pas mes followers, voilà, j'en suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, alors peut-être qu'à un moment donné je m'y consacrerai, mais si vous voulez apprendre un peu plus, puisque dans les sujets que je développe, c'est vrai que je survole, je ne vais pas dans profondeur, je réserve cela pour mes cours, mes formations, pour des élèves qui veulent se former en naturopathie, en hygiène de vie ou au développement personnel. Par contre, je vais mettre à disposition des stages, des audios, des formations donc complètes en audio avec les documents PDF à l'appui. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, je ne mets pas toute la formation en audio parce que je pense qu'on ne peut pas devenir naturopathe uniquement sur ce type de formation-là, mais vous pouvez accéder à certaines d'entre elles et donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter via le site alsacenaturo.com, vous avez mes coordonnées dessus, vous m'envoyez un message, je vous répondrai et je vous expliquerai comment recevoir et vous procurer ces formations-là. Voilà, elles seront au même prix qu'une formation classique, à 180 €, un stage complet avec plus de 15 heures d'écoute et les documents qui vont avec. Je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre des pouces, à essayer de développer ma chaîne. Et je vous en remercie. J'espère que ça vous est profitable. Un petit clin d'œil à Fabien, pseudo Gabriel, qui m'a appelé récemment et qui a fait un parcours très intéressant à partir de ce qu'il a pu écouter et se former autour de ma chaîne. Voilà, un salut à tous et à très bientôt. C'était Jean-Brice Thivan.